podcast. Affaire Guy Georges, épisode 5. Le procès, première semaine. Au moment de son arrestation, à 35 ans, Guy Georges a déjà passé la moitié de sa vie en prison pour des agressions sexuelles. Il a donc été vu et entendu par des psychiatres, des juges, des avocats. Mais aucun n'a détecté la dangerosité de l'individu. Les médias s'interrogent sur ce qui apparaît comme une faille du système judiciaire. Le 19 mars 2001, 3 jours avant l'ouverture du procès de Guy Georges, le journal de 13h de France 2 retrace le parcours du tueur en série. 7 jeunes femmes violées et égorgées. Le procès de leur assassin présumé, Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, commencera lundi prochain devant la cour d'assises de Paris. Avec Yasmina Farber et José Boulestex, nous allons essayer de comprendre pourquoi, malgré plusieurs condamnations, il n'avait jamais été perçu comme un dangereux criminel. Ce 26 mars 1998, la justice démasque et arrête le tueur de l'Est parisien. Il s'appelle Guy Georges. Bien connu des services de police, il n'était jusqu'à ce jour qu'un délinquant sans envergure. Un homme que les autorités auront pourtant observé pendant plus de 15 ans. Après diverses agressions durant son adolescence, Guy Georges va violer une jeune femme dans un parking de Nancy en 1984. La cour d'assises le condamne à 10 ans de prison. Son premier avocat était commis d'office. Il n'a pas vu en ce jeune homme un tueur potentiel. Ses antécédents judiciaires, à mon avis, n'indiquaient pas qu'on allait s'orienter vers ce genre de délinquance très importante. Bon, je me doutais bien qu'il aurait des hauts et des bas, qu'il aurait beaucoup de difficultés dans l'existence, qu'il serait amené à commettre certainement peut-être des agressions, peut-être de menus larcins, mais je ne pensais jamais que ça pourrait aller aussi loin. Jamais. Guy Georges purge sa peine au centre de détention de Caen. Après 7 ans de prison, ce détenu modèle bénéficie d'une permission de sortie. Une mauvaise évaluation du personnage, c'est à cette occasion qu'il tue pour la première fois à Paris, dans le quartier de Montparnasse. Comment un tel individu a-t-il pu bénéficier d'un régime de semi-liberté ? Pour nous, le procureur accepte de sortir le dossier des archives du palais de justice. Et vous avez vu le dossier, cette décision était motivée ? Cette décision était remarquablement motivée, à la fois au niveau du personnage qu'il était, au niveau des efforts qu'il avait fait pour se réinsérer, et aussi du caractère, je dirais, un peu inquiétant du personnage. Mais tout avait été évalué, et je trouve que cette décision m'apparaît, 9 ans après, parfaitement justifiable. Et c'est terrible quand on regarde en arrière et qu'on a l'impression qu'on s'est trompé, en fait. On se trompe toujours sur la nature humaine. De 92 à 97, d'autres juges vont se tromper sur la vraie nature de Guy Georges. L'homme sera condamné à plusieurs reprises pour des tentatives d'agression. On découvrira plus tard qu'à chaque sortie de prison, il commettait un nouveau crime. Même les experts psychiatres n'ont pas été très précis sur sa dangerosité. Pour cette avocate des familles de victimes, c'est un échec collectif. Si on se penche sur certaines expertises qui avaient été faites il y a plusieurs années, on peut maintenant, mais avec le recul peut-être aussi, cerner une personnalité déjà tout à fait marquée et sur laquelle il aurait peut-être été possible d'intervenir plus tôt pour éviter que le processus ne continue. De Caen à Fleury-Mérogis, de la Santé à Fresnes, Guy Georges aura passé les 2/3 de sa vie d'adulte derrière les barreaux. Une dizaine de juges, des avocats, des médecins l'auront approché sans que personne ne découvre le vrai visage d'un serial killer. Au matin du lundi 19 mars, premier jour du procès, la journaliste Fabienne Sintès revient sur le premier meurtre de Guy Georges, celui de Pascal Escarfaille, qui sera la matrice des meurtres suivants. Journal de 7 heures, France Inter.
C'est le procès d'un tueur en série présumé qui s'ouvre ce matin devant la cour d'assises de Paris. Celui de Guy Georges, 38 ans, surnommé le tueur de l'Est parisien parce que la plupart des victimes qui lui sont attribuées ont été tuées dans les alentours de la Bastille. Guy Georges a été arrêté le 26 mars 98, rue Blanche. Il est accusé d'avoir violé et tué 7 jeunes femmes entre 91 et 97 après en avoir agressé 4 autres. Les tests ADN l'ont identifié clairement comme responsable de 3 crimes au moins. Son mode opératoire répétitif semble signer les autres, Fabienne Sintès. La première fois en 1991, c'était Pascal. Elle est blonde, elle a 19 ans, elle rentre chez elle, lui est attablé à la terrasse d'un café. Il flash, c'est l'un de ses termes, il la suit. Elle compose le code de son immeuble, mais la lourde porte est longue à refermer. Guy Georges entre, la rejoint dans l'escalier. La jeune femme est trop terrorisée pour crier. Son meurtrier la pousse dans l'appartement, la bâillonne avec du sparadrap, découpe son soutien-gorge entre les bonnets, sa culotte à gauche et à droite, la viole et fait ensuite le tour de l'appartement à la recherche de quelque chose à voler. Lorsqu'il revient, Pascal lui donne un coup de pied. Et ce geste, dira-t-il plus tard devant le juge, attise l'envie qu'il avait depuis le début de la tuer. Il lui tranche la carotide, il boit une bière, il se lave les mains et il s'en va en prenant soin d'emmener avec lui sa canette vide. Tous ces gestes, désormais Guy Georges les répétera à chaque crime. Mais désormais, quand il sort, il est en chasse. Ce sont ses propres mots. Dans son sac à dos, il a l'opinel qui ne le quitte pas, du sparadrap et des lacets découpés pour attacher ses victimes. 8 fois encore, il suivra des femmes repérées dans la rue jusque dans leur appartement. 2 fois, il tuera dans un garage en se glissant sous les portes automatiques. Plusieurs des victimes tenteront de lui parler. L'une d'elles, Elisabeth, fumera même une cigarette avec lui. Lorsqu'il avouera lors de son tout premier rendez-vous avec le juge, Guy Georges aura de la peine à se souvenir des jeunes femmes. Souvent, c'est leur appartement qu'il reconnaîtra. Le lundi 19 mars 2001, à 10h du matin, le procès de Guy Georges s'ouvre au palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, à un jet de pierre du 36 quai des Orfèvres. Ce procès au retentissement médiatique exceptionnel doit durer 15 jours. En attendant l'arrivée de l'accusé, la tension est palpable dans la salle d'audience. 2 rangées se font face, celle des parties civiles, avec les nombreuses familles des victimes et leurs 11 avocats, et le box de l'accusé, avec juste en dessous les 2 avocats de la défense, Alex Ursulé et Frédéric Pons. Guy Georges doit répondre de l'assassinat de 7 jeunes femmes, précédées de viols, ainsi que d'une tentative d'assassinat, d'un viol et de violences volontaires commises à l'encontre de 2 autres jeunes femmes. En ce premier jour d'audience, la cour d'assises va tenter de pénétrer la personnalité de Guy Georges et de retracer son itinéraire criminel. Compte rendu de Fabienne Sintès pour France Inter, journal de 13h. La plongée dans l'horreur depuis 10h ce matin aux assises de Paris avec le procès de Guy Georges, 38 ans, surnommé le tueur de l'Est parisien. Il est accusé d'avoir violé et tué 7 jeunes femmes entre 1991 et 1997. Guy Georges est en prison depuis 3 ans. Il plaide l'innocence, mais il encourt la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Fabienne Sintès, vous êtes en direct du palais de justice de Paris. Dans quelle ambiance s'est ouvert ce procès tant attendu par les familles des victimes ? Je vous laisse imaginer la tension qui régnait à l'ouverture de l'audience. Toutes les parties civiles regroupées, en famille pour la plupart, qui guettaient l'arrivée de Guy Georges. Et lui qui est apparu dans un t-shirt vert, le cheveu ras, très décontracté, très à l'aise, souriant, même parfois en dialoguant avec son avocat. Très à l'aise et aussi très attentif à ce qui se passait autour de lui. Il a suivi des yeux chaque juré désigné. Notez au passage d'ailleurs que 5 jeunes femmes jeunes et jolies ont été récusées par l'accusation. Il a aussi suivi avec une grande attention l'appel des 50 témoins, en tendant le cou même pour apercevoir ses frères, ses sœurs et sa mère adoptive, Jeanne Morin, qui, elle, comme les autres d'ailleurs, lui ont tourné le dos. Parmi les témoins, il y a également 2 jeunes femmes agressées qui, elles aussi, ont tourné le dos à Guy Georges. Et puis, il y a aussi Nathalie David, qui, vous le savez, on l'a entendu sur France Inter, a été violée en 1981 et est sûre d'avoir reconnu en Guy Georges son violeur. Nathalie David a fait l'objet du premier incident d'audience, si je puis dire. Elle n'a rien à voir avec cette affaire, a tonné l'avocat de Guy Georges, maître Ursulé. Il est légitime qu'une douleur s'exprime ici, mais de là à faire citer des gens qui n'ont rien à voir, trop, c'est trop. Elle sait de quoi elle parle, a répliqué son avocate. Elle est la seule à pouvoir témoigner de l'horreur qu'ont vécu toutes ces jeunes femmes qui sont mortes. Et le trop, c'est le cynisme de Guy Georges, a renchéri maître Benoît Chabert, qui sera avec nous dans un instant. Et en effet, à la question du président à Guy Georges, qu'est-ce que vous avez à dire ? Lui a répondu, je n'ai rien à dire. La voix est forte, elle est parfaitement claire et assurée. Et cette phrase, je n'ai rien à dire, il y a toutes les chances pour qu'on l'entende souvent au cours de ce procès.
Dès le début de l'audience, Guy Georges, fidèle à sa stratégie de dénégation, déclare à la Cour qu'il n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats, Alex Ursulé et Frédéric Pons, ont choisi de le suivre dans cette voie pour plusieurs raisons. D'abord parce que Guy Georges est présenté dans les médias comme un monstre. Et ses avocats estiment que c'est leur rôle de faire apparaître l'homme derrière le monstre. Surtout, au vu du dossier d'accusation et des failles de celui-ci, ils estiment que cette stratégie de dénégation peut tenir, comme on dit dans le jargon. En conséquence, Alex Ursulé s'apprête à suivre une stratégie de diversion, de négation des aveux et même de l'ADN, et à invoquer le spectre de l'erreur judiciaire. Il s'en explique au journal de 8 heures de France Inter, le matin du 2e jour d'audience. Guy Georges est apparu très détendu hier à la première audience de son procès devant la cour d'assises de Paris. Celui qu'on appelle le tueur de l'Est parisien nie tout en bloc. Il se déclare innocent des 7 viols et des 7 meurtres dont il est accusé. Les familles des victimes et leurs avocats sont persuadés que Guy Georges se compose un personnage. Pas du tout, répond son défenseur. Il est comme ça. Sa personnalité n'a rien à voir avec le portrait qu'en dresse l'accusation. Maître Alex Ursulé au micro de Fabienne Sintès. Guy Georges apparaît tel qu'en lui-même il est, alors qu'on avait procédé de lui un portrait invraisemblable pendant ces trois dernières années. Et j'espère qu'au bout de ces 15 jours, l'on verra bien la différence qu'il y a entre ce personnage fantasmatique présenté par l'accusation et la personne et l'homme qu'il est. C'est ça l'avantage de ce procès, de ce vrai procès à la cour d'assises. Ce n'est pas le procès virtuel qu'on lui a fait, ce n'est pas cette espèce d'accusation lancée à tout bout de champ en disant il est coupable, c'est l'écoute à la fois d'une charge et d'une défense, au terme duquel j'espère on verra bien, que ça permettra au jury d'avoir l'intime conviction que cet homme n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. La cour d'assises de Paris continuera aujourd'hui à entendre des témoins qui ont partagé la vie de Guy Georges dans l'univers des squats parisiens. Ce n'est que demain que le procès commencera à examiner les faits. Après les 2 premières journées d'audience consacrées à sa personnalité et à son itinéraire, la Cour aborde les faits qui lui sont reprochés. Les meurtres et les agressions vont être examinés par ordre chronologique. La première affaire, c'est celle de Pascal Escarfaille, en janvier 91. Compte rendu de Fabienne Sintès, au journal de la mi-journée. Le silence est pesant et les minutes interminables lorsque circulent les photos de Pascal Escarfaille. Un jeu de photos imposant qui passe de main en main parmi des jurés à qui le président a bien recommandé de ne manifester aucune émotion. Au milieu de ces scènes de violence et de sang, le tribunal précise qu'on a rajouté un cliché de Pascal avant, jeune femme blonde et souriante. Guy Georges regarde lui aussi les photos sans ciller et sur les bancs de la partie civile, seuls les avocats vont se lever pour regarder, tous en cercle, faisant rempart de leur robe noire pour éviter que les familles ne puissent entreapercevoir quelque chose. D'ailleurs, le père de Pascal qui est là préfère sortir quelques minutes. Juste avant, le commissaire Effner, qui a travaillé sur cette affaire, avait décrit ce qu'il avait vu en entrant dans l'appartement. Le sang, les plaies au cou, le gilet descendu sur les épaules pour entraver les bras. Du sperme aussi sur le lit, dit-il, et sur la jupe. Mais vous savez, la police scientifique à l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il parle aussi des aveux de Guy Georges. Il y a plusieurs choses qu'il n'aurait pas pu inventer. Cette porte, notamment, très longue à refermer. Les stores qu'il dit avoir refermés, et puis les vêtements noirs. Guy Georges, lui, ce matin, n'a ouvert la bouche que pour expliquer les conditions de sa garde à vue. J'ai été tabassé, dit-il. Les aveux extorqués par des policiers brutaux, c'est l'une des bases de la défense de l'accusé. Au palais de justice, Fabienne Sintès, France Inter. Jeudi 22 mars, au 4e jour d'audience, c'est le meurtre de Cathy Rocher, commis dans un parking en janvier 94, qui est examiné. Guy Georges feuillette les photos de la scène du crime. Il persiste à dire qu'il n'a rien à voir avec ces images sordides. Il faut attendre le vendredi 23 mars et le 5e jour d'audience, consacré au meurtre d'Elsa Benadi, pour que la position de Guy Georges se brise. Ce tournant du procès est abondamment commenté dans les éditions du soir. France Inter, journal de 19h de Fabrice Drouel.
Allons tout de suite au palais de justice de Paris pour le procès de Guy Georges. Vous l'avez compris, il s'est passé des choses importantes aujourd'hui, peut-être un tournant dans les débats. La semaine ne s'est pas du tout terminée comme elle avait commencé. Le système de défense de Guy Georges a fini par sérieusement ébranler sa défense tout court, Fabienne Sintès. Oui, on a bien cru un moment que Guy Georges allait même craquer là tout de suite. Je suis à bout, a-t-il dit. Ça fait 3 ans que je suis sous pression et là, depuis une semaine, j'ai jamais vécu ça. Silence, toutes les familles, tous les avocats, tous les jurés, tout le monde a les yeux braqués sur cet homme. Prenez votre temps, dit doucement le président. J'aimerais réfléchir, bien au calme, jusqu'à lundi, quoi. Vous réfléchirez jusqu'à lundi, merci. Voilà, fin de l'acte, si je puis dire, fin du dernier acte de ce jour. Et c'est un épisode curieux qui nous a amené à ça. Solange Doumic, pour la partie civile, venait de demander à Guy Georges s'il était ambidextre. Non. Donc, quand vous frappez avec un couteau, vous utilisez la main droite. Oui, Guy Georges n'a pas réalisé l'énormité de ce qu'il venait de dire, mais après le témoignage poignant de Madame Benadi, Frédéric Ponce, son avocate, regarde son client. Tout à l'heure, vous avez parlé de frapper avec un couteau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais elle m'a piégé, s'emporte l'accusé. Elle joue avec les mots et c'est pas un jeu. Ah, vous êtes difficile à défendre, enchaîne Alex Ursulé qui pour la première fois perd son sang-froid. Mon adversaire, c'est pas l'avocate générale, c'est pas la partie civile, c'est vous. Frédéric Ponce est en pleurs. Le président, vous avez quelque chose à dire pour vous soulager ? Non, je suis fatigué, je veux réfléchir et ce que j'ai à dire, ça va faire mal à tout le monde. Tout le monde a mal, reprend le président. On peut chercher à comprendre. Mais c'est pas ça, c'est que vous ne vous y attendez pas. Suspension, Guy Georges reviendra donc pour dire quelque chose, on ne sait pas quoi, il reviendra lundi. Il faut savoir quand même que par 2 fois déjà, pendant l'instruction, il avait demandé 48 heures de réflexion pour avouer ensuite. On en est là, effectivement, ce jour est sûrement le tournant du procès. L'avocate de la famille Escarfaille, maître Solange Doumic, a réussi à obtenir quelque chose de Guy Georges. En lui demandant simplement s'il était gaucher ou droitier, elle l'a poussé dans ses retranchements. Et Guy Georges a malgré lui eu un geste menaçant, mimant celui de brandir un couteau avec la main droite. Puis il s'est figé, comme sidéré par son propre geste. Dans le journal de France 2 de 20h, Solange Doumic raconte ce moment clé. Béatrice Schoenberg. Devant la cour d'assises de Paris, le procès de Guy Georges a pris en fin d'après-midi une nouvelle tournure. Le tueur en série présumé, qui depuis le début de la semaine n'avait cessé de se dire innocent, s'est montré fragilisé, laissant entendre qu'il pourrait enfin parler. Guy Georges, qui a demandé un sursis jusqu'à lundi. Reportage Yasmina Farber, José Boulestex. Solange Doumic a un sourire évocateur. Avec une question innocente posée à Guy Georges, savoir s'il était droitier ou gaucher, l'avocate a fait avancer une semaine d'audience qui piétinait. Ce qui a amené à ce début d'aveu, c'est d'une part le fait qu'il ait reconnu que quand il frappait avec un couteau, il frappait toujours avec la main droite. Premier pas, il a dit après j'ai été piégé, mais c'était trop tard, c'était dit. Et puis la deuxième chose, je crois aussi que l'émotion des parties civiles, ces mères qui passent devant lui, et qui sont d'une dignité exemplaire et d'une souffrance immense, le touchent. Guy Georges n'a pas encore avoué, mais il perd son sourire, ses certitudes. L'audience consacrée au viol et au meurtre d'Elsa Benadi en 1994 avait pourtant la même tonalité que les précédentes. Pour la première fois, l'accusé avait même prononcé le mot « innocent ». Mais la famille Benadi a peut-être réussi à le déstabiliser. Ghislaine Benadi, la mère d'Elsa Benadi. Je lui ai demandé si le fait de voir des mères éprouvées devant lui, ça lui faisait quelque chose. Et on dirait que ça a déclenché quelque chose. Je sais pas. J'espère qu'il va parler là, parce que il dit qu'il a quelque chose à dire. Il dit que ça va nous faire mal. Mais rien ne nous fera plus mal, de toute façon, que d'avoir perdu notre fille. Et donc qu'il parle. Maître Alex Ursulé, l'avocat de Guy Georges. Guy Georges est tendu, fatigué. Ça va faire une semaine d'audience. Il sait que la semaine qui vient est difficile. Il a besoin de se retrancher en lui-même. Un délai de réflexion, c'est ce que demande Guy Georges après une suspension d'audience. Je suis à bout, ça fait 3 ans que je suis sous pression. En une semaine, je n'ai jamais vécu une chose pareille. Le président accepte. Il sait que lundi, la cour d'assises examine l'affaire Nischkamp, le premier crime dans lequel l'ADN de Guy Georges a été retrouvé sur le corps de sa victime. Guy Georges a donc fait, malgré lui, un début d'aveu, avant de demander un délai de réflexion.
La stratégie de défense bâtie par ces deux avocats pour réclamer un acquittement s'effondre. Au lendemain de cette journée intense, les déclarations de maître Alex Ursulé sont reprises plus longuement dans le journal de 13h. C'est un moment terrible que nous avons vécu. S'il est vrai qu'il n'est pas facile de défendre Guy Georges, il est aussi vrai que nous avons été très sensibles à tout ce qui s'est passé. Et si, par moment, la défense a pu donner le sentiment, par des questions peut-être maladroites, de ne pas partager la douleur des victimes, c'est une impression. C'est une fausse impression parce que nous partageons la douleur des victimes. Il nous arrive aussi de plaider pour des victimes. Guy Georges est tendu, fatigué. Ça va faire une semaine d'audience. Il sait que la semaine qui vient est difficile. Il a besoin de se retrancher en lui-même. Et nous sommes là en attente de cette journée de lundi. Qu'est-ce que vous allez lui demander ce week-end? Est-ce que vous allez lui parler? Je vais lui parler, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Lui conseiller? Qu'est-ce que vous voulez que je vais continuer à faire mon métier, c'est-à-dire que je vais l'écouter, c'est-à-dire que je vais essayer de l'entendre. Voilà, je vais faire mon métier. Vous savez, c'est défendre Guy Georges n'est pas descendre un long fleuve tranquille, c'est remonter une rivière à contre-courant. Et tout à l'heure, quand j'entendais la sœur de la victime dire qu'elle souffrait, mais je partage sa souffrance. L'avocat de Guy Georges n'est pas quelqu'un qui ne peut pas comprendre cela. Simplement qui demande qu'il y ait une défense, qu'il ait la possibilité d'exprimer sa défense et tout. Au terme de cette première semaine d'audience éprouvante, Guy Georges semble donc prêt à rompre avec le silence qu'il observe depuis des mois. À la veille de la deuxième semaine de ce procès ultra-médiatisé, les attentes sont immenses. Tout le monde s'attend à ce que Guy Georges parle enfin. Mais la suite ne va pas se dérouler comme prévu. C'est ce que nous vous raconterons dans le prochain épisode.